Lorsqu'un virus ou une bactérie a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, Ce virus, on sait, on a pu le démontrer, c'est un virus qui est extrêmement proche d'un virus qui circule chez la chauve-souris. Lorsqu'un virus ou une bactérie a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Ce deuxième bouclier protecteur fait appel à des globules blancs spécifiques aux vertébrés, les lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules très spécialisées, capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul. Il y a en principe dans notre corps autant de types de lymphocytes que de types d'antigènes. Lorsqu'un antigène agresseur a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, ces lymphocytes se mobilisent et quand ils reconnaissent la nature et l'identité de l'intrus, ils s'activent. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire, ce qui veut dire qu'il exerce son pouvoir infectieux en s'insérant au cœur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre à l'intérieur du cytoplasme où il se multiplie avant de se propager dans l'ensemble du corps. La cellule infectée présente alors à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur qui l'a contaminé. On les appelle peptides antigéniques. La cellule est à partir de ce moment-là considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant au cœur des cellules, la réponse de l'immunité adaptative est dite à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes, dès lors porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à l'antigène présent dans le corps et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T4 concerné est activé. Il va devenir une véritable plaque tournante de la réaction qui va suivre. Il commence par se multiplier en un grand nombre de clones. C'est ce qu'on appelle la mitose. Certains des clones deviennent des LT4 mémoires. D'autres, appelés alors LT helper ou LT auxiliaires, deviennent capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques, des cytokines, nommées interleukines ou lymphokines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes. Les interleukines émises stimulent à distance d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T8, déjà mis en alerte depuis leur contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les lymphocytes T8, dits immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoires, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées.
Mais d'autres agents infectieux peuvent agir en demeurant à l'extérieur des cellules. C'est le cas du tétanos et du choléra. Contre ces antigènes agresseurs nommés extracellulaires, la réponse adaptative est dite à médiation humorale. Et là, le scénario se déroule d'une toute autre manière. L'identification de l'antigène agresseur est opérée par une catégorie différente de lymphocytes, les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leur antigène, les lymphocytes B sont stimulés. Recevant à distance des cytokines, les messages chimiques émis par les lymphocytes T4 helper déjà en alerte, ils se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire. Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants, spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma, à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'ils rencontrent l'antigène agresseur, ils se lient à lui en nombre et forment une sorte de filet qui le neutralise. Toutes les cellules mortes, ainsi que les débris cellulaires résultant de la réponse immunitaire, sont éliminés par les macrophages, les éboueurs du corps humain. Le coronavirus. Ce nom est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Certains le redoutent et constituent des réserves de masques et de gel désinfectant. D'autres s'agacent de tout le ramdam fait autour d'un virus qui fait bien moins de morts que la grippe saisonnière. Alors où se trouve la vérité ? Doit-on vraiment redouter cette épidémie de pneumonie virale venue de Chine ? Doit-on se calfeutrer chez soi pour éviter le danger ? Et le coronavirus pourrait-il échapper à tout contrôle ? Canal Détox coupe court aux fausses infos. Un laboratoire de haute sécurité où on manipule des virus se trouve à Wuhan, justement là où l'épidémie a débuté. Le coronavirus pourrait-il venir de là ? Toutes les crises sanitaires, et d'ailleurs toutes les crises, sont accompagnées de rumeurs et sont accompagnées de théories du complot. On voit ça à chaque fois. Alors, est-ce qu'il est possible que le virus du Covid-19 vienne du laboratoire de haute sécurité de Wuhan ? Non, c'est impossible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, ce virus, on sait, on a pu le démontrer, c'est un virus qui est extrêmement proche d'un virus qui circule chez la chauve-souris, qui n'avait jamais été isolé avant, donc il ne pouvait pas être au laboratoire de Wuhan. Alors, est-ce qu'il y a eu un hôte intermédiaire ? Est-ce que c'est directement de la chauve-souris à l'homme ? Ou est-ce que c'est passé par un petit animal, comme ça a été le cas pour le SRAS d'ailleurs ? On pense, on a parlé du pangolin, mais pour cela, on n'est pas tout à fait sûr encore. Cette épidémie a provoqué une ruée vers les masques de protection. Mais est-ce vraiment utile d'en porter ? Si vous êtes malade et si vous êtes un soignant, c'est utile, il faut porter un masque. Mais si vous n'êtes pas malade et vous vous promenez dans la rue, ça ne sert absolument à rien. C'est comme pour la grippe, les gens parfois se précipitent sur les masques, ça ne sert à rien. C'est clair aussi que ce virus du Covid-19 n'est pas le virus de la grippe, c'est un virus qui est plus sévère, puisqu'en fait même les gens qui s'en sortent, la majorité, 80% des gens guérissent sans problème, au bout de 2-3 semaines, il faut quand même 2-3 semaines pour se porter mieux. Certains disent que la période d'incubation pourrait durer 24 jours. C'est énorme, non ? Le temps d'incubation moyen va de 5 à 6 jours. L'OMS a noté des temps d'incubation allant de 1 jour, très court, jusqu'à 12 ou 13 jours, plus long. C'est pour ça que le temps de quarantaine recommandé est 14 jours, qui va au-delà du temps d'incubation. Chèvrefeuille, vitamine C et même eau de javel, des dizaines de remèdes sont proposés sur le net. Mais a-t-on trouvé un vrai remède contre le coronavirus ? Pour le moment, on n'a pas de remède spécifique, antiviral, alors que la recherche est en train d'essayer de trouver des molécules complètement nouvelles. On essaye de voir si des molécules qui existent déjà pourraient marcher dans le coronavirus parce qu'il y a des similitudes de conformation de certaines enzymes. Alors notamment un médicament expérimental qui avait été testé sans succès d'ailleurs contre Ebola, un médicament qui est utile contre le VIH, de l'interféron. Tout ça, on essaye de voir si par hasard ça peut marcher sur ce virus. Tout le reste, il faut oublier, ça ne sert à rien. L'eau de javel, c'est dangereux. L'alcool frelaté, c'est dangereux. Les vaccins, on travaille beaucoup dessus, mais on ne peut pas espérer avoir un vaccin utilisable avant 12 à 18 mois.
Concernant l'évolution de l'épidémie, les prévisions ont parfois des allures de fin du monde. Le virus pourrait-il vraiment échapper à tout contrôle ? Il faut se garder de 2 erreurs. La première, c'est de se dire c'est rien. Ah, une petite grippette, c'est rien. Alors ça, c'est une erreur. Il faut aussi éviter de dire « Oh, c'est la catastrophe mondiale, on a comme un Ebola qui passerait à travers le monde ». C'est une deuxième erreur. Alors, la situation est sérieuse. Ce qu'on voit, c'est que des pays très infectés ont été capables de faire reculer l'infection. On voit la Chine, on voit Singapour, on voit aussi la Corée qui a l'air de s'en sortir pas mal. Donc, ce qu'il faut, c'est que tous les pays, au plus haut de l'État, comme le dit l'OMS, prennent ça en charge pour réduire le nombre de nouvelles infections, mettre en place des structures de soins adaptées pour prendre soin des malades. Il faut surtout éviter qu'une panique et qu'une crise sanitaire en fait soit accompagnée d'une telle récession économique qu'on arrive en plus à avoir une crise sociale et humanitaire. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plusco Bolingo. Je répète, Francisco Plusco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plusco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plusco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plusco Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plusco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dena bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plusco Bolingo, Francisco Plusco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis Plusco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plusco Bolingo otozwa etomona Francisco Plusco Bolingo.